Sur cette, ce matin, nous parlons bien évidemment de cette situation qui semble relative, s'agissant de la tension permanente au Congo-Brazzaville, à quelques heures seulement de ce référendum constitutionnel de tous les dangers. Nous ouvrons notre page spéciale consacrée à la présidentielle du 25 octobre en Tanzanie et en Côte d'Ivoire, avec d'un côté des élections qui se déroulent sans heurts et de l'autre des élections qui s'annoncent sous très haute tension, surtout après la sortie d'Alassane Dramane Ouattara lors d'une interview avec Radio France Internationale et d'autres médias. Nous parlons pour ce qui est du Cameroun, d'Elections Cameroun, avec bien évidemment ses responsables. Ce sera avec Lil Pidjou. Sans toutefois oublier cette épineuse question du poulet congelé que nous allons également mettre sur la table du débat ce matin avec Serge Bondje. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour recevoir Lil Pidjou. Retour sur le plateau de la matinale de l'information. Lil Pidjou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Elie Smith, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Abdoulaye Babalé, le directeur général d'Elections Cameroun, solde le compte du personnel mis à la retraite anticipée. Ils ont signé il y a quelques jours seulement un document dans lequel ils promettent surtout de ne pas traîner Elections Cameroun en justice. Le directeur général des élections à Elections Cameroun a remercié ce personnel après d'excellents et loyaux services au sein d'Elecam. Ces derniers ont reçu, il faut le préciser, la totalité de leur solde et ce personnel était donc au nombre de 8. Finalement, Abdoulaye Babalé était donc accusé, déjà dans les chaumières, de vouloir évincer tous les collaborateurs de Sani Tanimou. Il faut dire que Sani Tanimou, qui a été nommé en 2008, avait été débarqué en 2015, il y a quelques mois seulement, au poste de directeur général des élections à Elections Cameroun. Et donc, c'était par un décret présidentiel suite à tous ces conflits qui existaient entre Samuel Fonkamazou et lui-même Sani Tanimou. Aujourd'hui, la rupture avait été faite avec la nomination d'Abdoulaye Babalé. Il a pris les rênes et il a entrepris de mettre certains de ses anciens collaborateurs en retraite anticipée de ce côté-là. Ça a fait les choux gras de la presse. Mais, Louis Roger, il faut préciser que des incertitudes règnent encore à ce niveau. Parce qu'il y a quelques jours seulement, on a vu dans les journaux, notamment Cameroun Tribune, des décisions signées à la fois par Samuel Fonkamazou et lui-même Babalé, portant nomination du personnel d'Elections Cameroun. On se demande bien, est-ce que c'est encore un autre feuilleton qui va reprendre du côté d'Elections Cameroun? Mais toujours est-il que maintenant, Babalé s'est occupé plutôt de la mise en retraite anticipée de son personnel. Merci Lil Pidjou pour cette information. On espère bien évidemment qu'on va plus assister à cette bataille de leadership puisque toutes ces personnalités sont désignées par décret du président de la République et que la décrémania qui semble être en vogue au Cameroun ne perturbera pas cette structure qui est chargée d'organiser des élections au Cameroun. C'est le souhait de tout le monde, surtout qu'à ce moment, il y a un challenge, inviter tout le monde à s'inscrire massivement sur les listes électorales. On a fini avec les inscriptions, ça va reprendre d'ici 2 à 3 mois la réouverture des listes électorales et on espère que pour le moment, avec la mise en retraite anticipée de certains membres d'Elections Cameroun, ça ne va pas créer d'autres problèmes à Elections Cameroun, même si tous ces soldes-là, la solde a été remise et c'était devant un membre de la justice pour confirmation, pour éviter que demain on ne se retrouve dans des situations pareilles. Mais nous espérons que pour le moment, avec la nouvelle feuille de route de Babalé, et les choses pourront aller de l'avant, surtout qui parle de collaboration entre les membres d'Elections Cameroun, notamment le président du Conseil national des élections. Donc du coup, on espère que ça ira. Merci Lil Pidjou d'être venu. Elie Smith, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Alors, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays de la sous-région Afrique centrale, au Cameroun, quand même, le fichier électoral est bien tenu.
On a pratiquement plus de 6 millions d'électeurs lors des derniers toilettages. C'est quand même dire que, contrairement à d'autres pays, le Cameroun fait quand même figure d'exemple. Oui, non, le Cameroun se débrouille. Hein. Le Cameroun se débrouille, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Et puis aussi, je pense aussi qu'il faudra qu'on aille, on va un peu à un cran au-dessus. Ça veut dire avoir la liste, le fichier électoral biométrique. Et puis aussi le vote doit être opéré de manière biométrique aussi. Si on le fait, ça va arrêter, ça ne va pas arrêter à 100%, mais ça va diminuer les contestations qui sont récurrentes quand il y a les élections. Mais par rapport aux autres pays de la CEMAC, au cas du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Tchad, le Cameroun fait un effort, mais elle peut mieux faire parce que le Cameroun a la capacité de mieux faire. Le Cameroun a cette capacité de mieux faire. On espère. Dans quelques instants, on va accueillir Serge Bondje pour parler avec nous, bien évidemment, de ces poulets congelés et avec des mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour permettre à ce qu'on ait du poulet frais et que l'on n'ait plus à recourir à ces poulets importés. Et ça sera d'ailleurs une très bonne chose si on en arrive à avoir ce poulet. On sait que Bernard Djonga s'est plusieurs fois battu pour que cette question soit revue et corrigée par les pouvoirs publics. Serge Bondje, bonjour. Bonjour Louis Roger Nadier, mesdames, messieurs, merci de nous regarder encore ce canal de Info ce matin. Alors, le poulet congelé semble même congeler les esprits. Apparemment, eh bien, il y a quand même un espoir de pouvoir dégivrer cet esprit et permettre à ce que certaines personnes refusent davantage sur la question de ce poulet congelé. L'espoir, vous l'aviez dit, l'espoir peut se situer dans les années 2006, lorsqu'il y a eu cette véritable organisation, ce qu'on a appelé une révolution, dans la contestation profonde pour la mise en place, même ou alors pour le poulet congelé qui avait finalement élu domicile au Cameroun. Les producteurs locaux, donc dans le secteur avicole, éprouvaient d'énormes difficultés pour écouler leurs produits sur le marché. Mais tout de suite, ces produits, poulets et autres dérivés venant de l'Union européenne, avaient pratiquement envahi tout le marché camerounais. Les consommateurs s'en mettaient pratiquement plein lors des moments de fête et même des grandes réjouissances. Mais ce qui a également été le pic dans cette affaire, c'est que les organisations se sont véritablement constituées. Vous avez évoqué Bernard Djonga tout à l'heure, qui est monté au créneau en 2006 avec pratiquement toute une horde de personnes, même les jeunes Camerounais, qui ont décidé de dire non à cette importation de poulet congelé, mais de pouvoir favoriser la production locale de poulet, ce qui a été suivi pratiquement 8 ans après avec le gouvernement de la République du Cameroun. Ces jeunes producteurs dans le secteur ont donc reçu quelques subventions de la part des pouvoirs publics. Ils ont pu, depuis quelques temps, quand même réussi à combler 90% du marché national avec l'interdiction donc de poulet congelé, vu son importance par les pouvoirs publics du Cameroun. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, maintenant, il est question d'assurer donc ce suivi pour éviter les pénuries que l'on peut observer au niveau des fêtes de fin d'année. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga-Tangana, en parlait d'ailleurs il y a encore quelques jours lors d'une sortie à Yaoundé pour dire clairement que toutes les mesures ont été prises avec les principaux responsables du secteur pour que les pénuries en ces fêtes de fin d'année ne puissent pas être observées. Alors, donc nous aurons du bon poulet, surtout ces poulets de chair que nous a du long. De bons poulets, on aura ce bon poulet d'ici, en tout cas le poulet est toujours disponible. Et bien ce qu'on veut éviter, c'est cette importation massive. Il faut donc combattre, rester vigilant. D'ailleurs, quelques organisations paysannes, donc dans le secteur de la production, même avicole, disent qu'il faudrait davantage accompagner les projets agricoles, le cas par exemple du maïs, on peut subventionner davantage pour que ce maïs-là, lorsqu'il est produit en quantité suffisante, puisse nourrir davantage ces poulets. Donc ces poules qui serviront bien sûr pour les fêtes de fin d'année, ça pourra davantage aider, même si dans le fond, les questions des OGM posent encore beaucoup de difficultés, mais on a besoin forcément de cela pour lutter contre cette présence assez massive donc des poulets congelés. On l'a vu il y a quelque temps, les poulets congelés ont observé des prix
relativement bas. On avait des poulets pratiquement au prix de 800 francs, 900 francs CFA, 1000 francs CFA. Mais ce qui pose d'ailleurs le problème réel de la manière avec laquelle ces poulets-là sont conservés et sont mis ainsi sur le marché national. Donc on a du mal à pouvoir les accepter, mais les organisations sont restées claires et sereines. Il faut nourrir le marché camerounais, se contente de faire depuis quelque temps avec l'appui des pouvoirs publics. C'est une très bonne chose. Merci Serge, c'est une très bonne chose. Et si on va avoir des poulets de chair, il faut également que nous puissions avoir de quoi les nourrir. Et surtout, le maïs, qui est la première matière de base, devrait être également accentué pour ce qui est de sa production. Justement à Sentier, parce que au-delà des problèmes que cela pourrait poser, dans l'accompagnement même des projets agricoles, dans ces conditions, il y a deux facteurs qui peuvent constituer des leviers assez importants pour les pouvoirs publics du Cameroun. D'abord au niveau agricole, donc les paysans soient véritablement appuyés pour une production efficace et efficiente, et puis tout à côté, ceux dans le secteur agricole puissent à leur tour également bénéficier de ces produits venant donc du secteur agricole pour nourrir davantage si poulets qui feront forcément le poids au niveau donc du marché national. Et ce n'est pas tout, il faut maintenant penser à l'élargissement même de cette production-là, parce que le poulet camerounais à l'international devrait en principe aussi essayer de faire concurrence, parce qu'il est un poulet naturellement conçu, et puis il a grandi, il a évolué, et puis sur le plan national, sa saveur, comme vous le savez, c'est bien, il y a par moment on parle du poulet du village qui est un peu différent de celui que l'on retrouve en ville, et maintenant ce poulet pourra aussi à l'international être concurrencé au lendemain de la signature des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, même si les réalités ne sont pas les mêmes. Mais nous pensons que la production locale a sa place sur le plan international. Donc il faut simplement encourager les initiatives qui sont prises par l'ACDIC sans publicité pour être devant même du Cameroun et être devant de tout ce que l'on propose sur le plan national, qui restera d'ailleurs une forte révérence et une plus-value dans l'économie du Cameroun, même si dans le secteur de la volaille, on n'a pas encore fondamentalement pensé qu'on peut compter ce secteur, mais les producteurs dans le domaine disent que s'ils sont appuyés par les pouvoirs publics, ils peuvent aller faire la différence à l'international. Merci Serge pour d'être passé. Merci. Alors Elie Smith, vous adorez du poulet congelé, vous frais, ou vous avez entendu parler de poulet bicyclette? Les bicyclettes... ça vous dit pas quelque chose? Non, ça ne me dit pas quelque chose. Mais ce poulet bien rôti... Oui, j'ai beaucoup aimé la présentation de Serge, mais j'ai même une bémol. Les poulets camerounais ne peuvent pas concurrencer les poulets européens. Parce que quand le gouvernement, c'est un peu contradictoire, le gouvernement fait quelque chose et puis il a détruit encore. Parce que ce partenariat avec l'Union européenne va détruire l'industrie agricole camerounaise ou africaine. C'est ce que je pense. Et je crois que notre collègue Akam l'avait dit ici. Donc, comment peut-il, est-ce qu'un agriculteur ou un éleveur de Douala ou de Bamenda ou de Yabassi, comment peut-il concurrencer quelqu'un de Périgord ou de la Bretagne? En plus, ils ont la subvention européenne. Donc, je pense que si le Cameroun veut encourager le secteur agricole, veut encourager la diversification économique, on doit suspendre ce partenariat Afrique-Union européenne. Ce n'est pas parce qu'il y a PHP à Penja, les autres sociétés européennes qui sont basées au Cameroun, ils doivent influencer le gouvernement camerounais à détruire la base agricole et industrielle de ce pays. Merci Elie Smith pour ce complément d'information. Nous allons tout de suite parler du Congo-Brazzaville avec ce référendum constitutionnel qui est annoncé pour le dimanche 27 octobre. Certains ont parlé de peur sur ce référendum. Il y en a même qui appellent Denis Sassou Nguesso à reporter cette échéance qui risque de créer une situation de chaos au Congo-Brazzaville. Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Loger, bonjour à Elie Smith, bonjour à nos téléspectateurs. Alors je vous accueille avec cette actualité autour de ce référendum qui s'annonce assez déterminante pour l'avenir du Congo-Brazzaville. Et il y a quand même que l'Union européenne vient de faire une sortie pour demander à Denis Sassou Nguesso de respecter la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et on sait que cette charte interdit bien évidemment la modification de la Constitution. Oui, c'est une charte qui interdit la modification de la Constitution, mais qui ne proscrit pas éventuellement le droit des pays à pouvoir y aller. Modification dans le sens d'un intérêt personnel et particulier. Parce qu'une Constitution, elle est faite au gré du temps, des circonstances et du contexte.
Mais ce que je vais relever derrière cette sortie de l'Union européenne, tout juste après celle du président français François Hollande, c'est qu'il y a cette espèce de double jeu finalement de ces institutions-là. Oui, on appelle à respecter. Je pense même aussi les États-Unis qui ont fait une sortie par rapport aux orientations d'une éventuelle modification qui ne devrait pas concerner les individualités. Il y a surtout qu'il n'y a pas de condamnation ferme. J'aurais souhaité par exemple que l'Union européenne ou la France ou les États-Unis se prononcent et de manière radicale s'ils ne sont pas d'accord avec ce référendum et disent à Sassou, eh bien, ce référendum n'a pas droit d'être, nous le condamnons, ou alors reportez-le à une autre date. Ce qui n'a pas été fait. Quand vous scrutez les déclarations à la fois des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, il y a une espèce de double jeu. Et finalement, ça laisse planer de la confusion. Et puis, deuxième chose que je vais relever quand même sur cette situation au Congo, c'est que là, maintenant, il y a la sortie de la société civile qui tend à se démarquer des formations politiques. Parce que vous voyez, la société civile, c'est elle qui est dans la rue, avec des jeunes, et puis cette société civile s'indigne de ce que dans les derniers rassemblements, finalement, on semble ne pas avoir trop vu les membres de l'opposition, qui ont d'ailleurs annulé la manifestation d'aujourd'hui à Brazzaville. Raison officielle, c'est les raisons de sécurité. Mais à la limite, c'est le peuple congolais et la société civile qui se mobilisent et qui semble être finalement roué dans la farine par le jeu du parti au pouvoir et de l'opposition, et même de cette communauté internationale qui ne joue pas franc jeu. Une communauté internationale qui ne joue pas franc jeu, Smith, je ne sais pas si c'est votre avis, mais l'Union africaine, à travers la présidente de la commission de l'Union africaine, la Sud-africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, demande quand même aussi que l'on respecte cette charte africaine de la démocratie. Mais personne ne demande à Sassou Nguesso de ne pas aller, de ne pas solliciter, n'est-ce pas, l'avis des Congolais pour modifier cette constitution. Voilà, le problème que Sassou Nguesso a une amnésie. Parce que c'est lui-même, quand il était le président de l'Union africaine, qui a produit une charte demandant aux chefs d'État africains de respecter la constitution de leur pays et de la démocratie. Aujourd'hui, elle est en train de changer parce qu'il veut changer la constitution de ce pays pour se maintenir au pouvoir. Il y a une idéologie au Congo, en particulier au cercle du pouvoir, qui dit ceci, que Sassou Nguesso doit rester au pouvoir jusqu'en 2023. Parce que, selon elle, il y a une certaine passé que le Denis Sassou Nguesso a peur, et on estime qu'en allant jusqu'en 2023, ces rancœurs-là vont s'estomper et va émerger une nouvelle classe politique. C'est ça. Mais si c'est ça, faites une réunion ouverte et vous appelez tout le monde et on en discute parce que personne ne veut la guerre. Deuxièmement, sur la partie, je ne partage pas entièrement ce que Christian Dobo vient de dire, que la communauté internationale fait un double jeu. Premièrement, vous devez compter d'abord sur vous-même. Vous avez vu ce que les Burkinabés ont fait. Les Burkinabés n'ont pas attendu que la communauté internationale vienne les aider. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de Blaise Compaoré. Pour être un peu vulgaire, on lui a donné un coup de pied au cul et il est parti. Ça faisait 27 ans qu'il était là. En ce qui concerne les États-Unis ont toujours été clairs. Par les déclarations il y a une année par Mme Thomas Greenfield, qui est la secrétaire d'État aux affaires africaines, elle a dit que la Constitution ne doit pas être changée. C'est clair, les États-Unis sont catégoriques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la doyenne des ambassadeurs au Congo-Brazzaville, des doyens diplomatiques, une centrafricaine, est montée au créneau en disant que les diplomates ne doivent pas intervenir dans les problèmes internes des pays. Mais là, elle est partielle, elle n'est pas objective parce que le diplomate camerounais qui est là s'y met, mais on ne dit rien. Mais quand tu te mêles pour soutenir Sassou Nguesso qui reste au pouvoir, on dit... Moi, je pense aussi, en ce qui concerne la France, je crois que c'est Louis Roger qui le dit, la France a colonisé l'Afrique. Pourquoi c'est fait seulement en Afrique francophone qu'on veut qu'il faut que la France nous donne, nous adoube pour faire quelque chose? Ça rejoint le livre écrit par Mattei qui dit souvent que même dans l'opposition ou dans la majorité dans les pays de l'Afrique francophone, tout le monde veut que c'est Paris qui doit l'adouber. Je crois que les gens doivent grandir. En ce qui concerne la société civile, oui, la société civile se plaint. C'est tout à fait normal parce que les leaders de l'opposition, vous devez les encourager, les féliciter parce qu'il y a une violence inouïe qui est au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, même pour vous annoncer, beaucoup des leaders des partis politiques comme Okombi Salissa, Guy Parfait Kolela, leurs maisons sont encerclées actuellement. Donc, si la société civile peut prendre le devant dans les choses, si la jeunesse congolaise peut prendre
les choses en main. Je veux vous rappeler que même au Burkina Faso, c'est la société civile, la jeunesse qui a mené le jeu et que la classe politique qui connaît vient prendre la place. Alors, avec cette situation de calme apparente, est-ce que ça ne pourrait pas également déteindre sur la participation massive des Congolais à ce référendum constitutionnel? Parce que cette situation de peur, de grande peur, peut même amener les uns et les autres à se terrer dans leur domicile. Alors, et ne même pas prendre part à ce référendum. Si on parle éventuellement d'une participation à ce référendum, et si on s'en tient d'ailleurs au grief de l'opposition, c'est un fichier électoral. Hein. Si on s'en tient à cette grief-là, qui sera à la solde finalement du parti au pouvoir, donc forcément, c'est les partisans du oui qui seraient majoritairement les potentiels votants, n'est-ce pas, au cours de ce référendum. Est-ce que cela va apaiser l'envie des uns et des autres d'y aller? Ça va dépendre de la capacité, surtout du parti au pouvoir, de mobiliser et d'encourager, peu importe les formes, n'est-ce pas, les éventuels votants à y aller. Il me semble que l'enjeu n'est même pas à ce niveau. Parce que si déjà, à la base, le fichier électoral est finalement à la solde, il me semble que l'enjeu n'est pas à ce niveau. Je voudrais vous préciser, c'est que les populations sont là, elles ont peur, chacun se terre dans son domicile, et dans quelques jours, qui va prendre le courage de se sortir et c'est de ça qu'il s'agit, la capacité du parti au pouvoir, justement, à amener ses partisans dehors. C'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est plus tellement au niveau du taux de participation, du taux finalement de l'abstention, mais c'est de la capacité du parti au pouvoir à mener ses partisans dehors. C'est ça l'enjeu dans les 48 heures. Est-ce que le camp Sassou Nguesso va réussir à mobiliser ses partisans au point de les amener vers les urnes? Voilà. Elisabeth, le petit doigt. Le camp ne peut pas parce que d'abord, aux élections législatives de 2012, il y avait seulement environ 15% des participants aux élections. Parce que tout le monde sait que là-bas, les élections sont faussées d'avance. Le parti au pouvoir ne peut pas gagner une élection au Congo-Brazzaville si c'est une élection qui est organisée honnêtement, comme on fait ici, nettoyage du fichier électoral. Ils ne peuvent pas. Je donne un exemple. Dans la ville de Djambala, j'étais là quand on a fait en 2012, c'est M. Mathias Ndjong qui avait gagné les élections, le principal adversaire du président Sassou Nguesso. Les instructions sont venues en disant qu'on lui enlève dans la liste électorale et mettre son gendre, qui s'appelle Hugues Ngolendele, qui est le maire de Brazzaville. Voilà un peu ces griefs que les populations congolaises ont vis-à-vis de ce pouvoir qui est devenu un pouvoir clanique qui déteint. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense que, quel qu'en soit le cas, ils n'ont pas la capacité de mobilisation parce qu'ils d'abord, ils ont terrorisé la population. Qui aura le courage d'aller dans le sortir. Donc lui-même, il a décrédibilisé son référendum et je salue le courage de l'Union européenne qui est clair. Sassou Nguesso doit retirer cette proposition de référendum. Non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je veux bien que Eli ait une certaine vision, n'est-ce pas, du jeu politique au Congo, oui. Mais je réaffirme et je dis que l'Union européenne n'est pas claire dans sa sortie. L'Union européenne, certes, appelle à une tempérance, tout comme la France, mais l'Union européenne, on est à 48 heures. Qu'est-ce qui coûte aux représentants de l'Union européenne de dire que ce référendum doit être reporté? Non, on ne le voit pas dans la déclaration de l'Union européenne, ni de la France. Et la question de Louis Roger était simple. Cette sortie de l'Union européenne, on ne répond que parce que Louis Roger parle de l'Union européenne. Nous avons toujours été partisans de ce que l'Afrique doit d'abord compter sur elle-même. C'est vrai que le cas du Burkina Faso nous l'enseigne, Eli le disait. Mais ici, on répond finalement à une interrogation qui semble rediriger tout le monde vers le regard des institutions internationales comme l'Union européenne, des pays comme la France et autres. Et on dit, même dans le jeu de ces pays-là et de ces institutions, il y a une espèce de double jeu. Et quand vous voyez les déclarations des États-Unis, vous avez, Eli, bonne connaissance souvent des prises de position des Américains. On en a vu sur d'autres cas. Regardez par exemple le cas du Burundi. C'est sec. On n'a pas besoin de chercher dans les lignes pour voir une certaine analyse de la déclaration. Donc, je ne prends pas sur la première ligne cette sortie, je prends un regard diplomatique et je vois les dessous de ce qui peut transparaître derrière ces colorations. Et je dis, il y a un double jeu dans l'attitude des institutions internationales. Mais je vais vous rappeler que Thomas Greenfield avait déjà dit que la Constitution au Congo, on doit la respecter. Elle ne doit pas la réciter à chaque moment. Ce que vous avez raison, c'est quoi? Les Africains, les institutions africaines doivent être responsables. Il faudra que nous-mêmes, on compte sur nous-mêmes d'abord, avant de compter sur les autres. Voilà. Alors, l'Union européenne dit, je cite, que le référendum constitutionnel de dimanche 27 octobre comporte des risques pour la stabilité du pays.
comporte des risques, mais ne demande pas son report. Il n'y a pas d'enjeu électoral quand il y a des tensions sans risque. C'est les thèmes diplomatiques. C'est les thèmes diplomatiques, voilà. nous sommes d'accord. Oui, et dans ce contexte, on ne peut pas aller dans le sens où on dirait que l'Union européenne a demandé le report ou finalement a demandé l'annulation de ce référendum. Et c'est des thèmes véritablement diplomatiques qui peuvent laisser la voie ouverte à toutes les analyses. Et encore que la liberté d'expression et d'association, n'est-ce pas, doit être respectée. Alors, quand on le dit, qu'est-ce que ça veut, vous qui aimez bien parler de langage diplomatique, comment comprendre cette autre expression de l'Union européenne? L'Union européenne le dit parce qu'au Congo, il n'y a pas de liberté de presse. Au Congo, là-bas, les 5 télévisions qui restent, ça appartient tous à la famille présidentielle. Et la presse, tous les journaux, radios qui avaient un ton différent ont été soit interdits, les journalistes expulsés ou d'autres forcés pour aller à l'exil. Au Congo-Brazzaville, c'est un peu comme la Corée du Nord en Afrique. Bon, écoutez-lui, Roger, c'est vrai que et là, je suis en train de faire mon meilleur maximum culpa parce qu'à un moment, moi, j'avais eu tort. Oui. Parce que quand vous regardez un peu, le Congo-Brazzaville, ils sont bien policés, bien habillés, tout clean. Et vous croyez que c'est les gens corrects, mais ce pouvoir n'est pas du tout correct. Parce que tuer des journalistes comme ils ont tué Bruno Sebiu et Georges Ngwala, et puis ou les forcer à l'exil. Ou les forcer en exil, n'augure pas bien. C'est pourquoi j'ai dit, par exemple, on fait une comparaison. Par exemple, ici au Cameroun, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Il y a une foison de journaux qui existe au Cameroun. Au Congo, ça n'existe pas. Et je suis content que l'Union européenne a compris. Et le grand paradoxe au Congo, c'est quoi? Il ne subventionne pas les journaux au Congo. Il tue les journalistes. Il les met en prison. Mais il veut que Africa News vient s'installer à Brazzaville. Donc, je ne sais pas comment Africa News va faire. Et le jour où Africa News va faire l'interview à Mathias Nzong ou à Clément Mirassa, on va mettre la clé. Et Africa News qui décide d'aller s'installer au Congo, est-ce que Africa News n'a pas connaissance de cette situation au Congo? C'est parce pourtant, que ils y vont. Je comprends, parce que le patron d'Africa News, c'est un Africain, c'est un Égyptien, Naguib Souaris. Donc mais il n'en est pas le propriétaire. Il aime la dictature. Donc, nous allons tout de suite ouvrir notre page spéciale consacrée à la présidentielle en Tanzanie et en Côte d'Ivoire après ce générique. Alors, les Tanzaniens vont se rendre aux urnes ce dimanche 25 octobre pour élire le remplaçant de Jakaya Kikwete, qui, après ses 2 mandats, a accepté de se retirer sans modifier la Constitution. Élise, ça me fait sourire. Et ça me fait sourire parce que je suis content. Ça montre que l'Afrique est multiple. Parce que quand on a une Afrique catastrophique, désolante, présentée par le Burundi et le Congo-Brazzaville, c'est réjouissant de voir que vous avez une autre Afrique comme la Tanzanie. Et ma foi, le problème de la Tanzanie est qu'en termes idéologiques ou philosophiques politiques, c'est la même chose que le Congo-Brazzaville. C'était ce qu'on appelle le socialisme bantou. Ça va avec Julius Nyerere, avec le parti Chamacha Mapundi. Chamacha Mapundi. Voilà, qui est au pouvoir. Mais vous voyez que là-bas, il y a d'abord eu, les Jakaya Kikwete, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Il y avait les Benjamin Kappa, ils sont partis. Donc, pourquoi se fait-il que les autres ne peuvent pas faire quelque chose qui est facile? Parce que d'autres me diraient que c'est l'Afrique. Non, c'est que c'est l'homme noir ne connaît pas la démocratie. Voilà un exemple qui montre que c'est un homme noir, c'est un bantou. On ne va pas dire qu'il est peut-être néolotique, il est quoi ou quoi. Voilà un vrai noir, un vrai africain, un bantou qui applique la démocratie, qui est tellement simple, ce qui veut dire la démocratie est universelle. C'est réjouissant. Je crois que Brazzaville, Denis Sassou Nguesso doit le voir et aussi... Et demander de la recette. Alors, exactement. Patrick, Christian, d'abord... Au-delà de la spécificité sur la qualité ouverte de cette élection, on n'a jamais eu autant de candidats, 8. Très souvent, le parti au pouvoir, le Chama Manoupoussi, est souvent assuré, n'est-ce pas, de voir le successeur du prédécesseur, n'est-ce pas, prendre le pouvoir. Au-delà de ce caractère ouvert quand même, parce que le challenger aujourd'hui est un ancien Premier ministre, lui-même partisan de ce parti, on va dire qu'il faut surtout voir dans l'attitude de la Tanzanie un certain esprit. Quand vous voyez l'époque du Tanganyika, avec finalement ce maître dans l'art
oratoire, de la gestion de la cité, qui était Julius Nyerere. C'est un esprit qui a été transmis. Quand vous voyez le Ghana aujourd'hui, vous allez bien vous imaginer qu'il y a la patte de Kwame Nkrumah et cet esprit-là qui reste dans le développement et la structure névralgique même de ce pays. Donc il me semble que la Tanzanie aujourd'hui est sur les traces de cet esprit de Julius Nyerere et on n'a jamais vu se poser des problèmes de modification de constitution là-bas. C'est 2 mandats et aujourd'hui l'élection est tellement ouverte qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui qui sera finalement le vainqueur. Et ça participe quand même à donner un peu plus de crédibilité aussi à la capacité des Africains, comme le disait Elie, à pouvoir s'assumer. Maintenant, pour regarder la Tanzanie en comparaison avec le Congo et d'autres pays de la zone francophone, il va surtout falloir constater que malheureusement, les pays qui ont été colonisés par la France ont beaucoup du mal à trouver leur chemin dans cette expression démocratique. Alors oui, ils sont 2 candidats les plus en vue pour cette présidentielle du 25 octobre. On précise également qu'il y aura des législatives et des municipales. C'est une élection générale, mais ce qui nous intéresse dans cette présidentielle, avec John Magafuli, qui a 55 ans, tu l'as dit tout à l'heure, Patrick Kissandobo, ancien ministre du Travail, et un autre qui était au pouvoir, mais parce qu'il n'a pas eu la promotion qu'il souhaitait, il est devenu subitement opposant. C'est Edouard Loassa, 61 ans. Alors voilà donc les 2 personnes les plus en vue pour cette présidentielle qui ont pratiquement les mêmes idées. Ils veulent mettre un terme à la corruption, au détournement, au vol, à l'abus de pouvoir. C'est quand même assez surprenant puisqu'ils étaient hier au pouvoir. Exactement. Et puis, le ministre du Travail là, qui a été choisi, d'abord, les gens ont d'abord cru que c'était le Premier ministre. C'est lui qui avait tous les faveurs. Donc, ça veut dire que même au sein d'un même parti, je crois que la Tanzanie, comme elle est proche de la Chine, est en train de faire un peu ce que vous voyez le parti communiste chinois est en train de faire. Je crois que c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Au sein même du parti, il y a eu un vote ouvert. Donc, je pense que c'est aussi une leçon à d'autres partis. Donc, ça veut dire que même au Cameroun, ici, les gens doivent voir qu'au sein du RDPC, on peut avoir des candidats qui s'opposent, qui sortent pour challenger le président national du parti. Exactement. Et autre chose, la Tanzanie, c'est un exemple. Vous savez, la Tanzanie, c'était d'abord Tanganyika. Elle est devenue Tanzanie en 64, après l'unification avec le Zanzibar. Et vous voyez qu'il y a quelque chose aussi que le Cameroun peut apprendre là-bas. Les traités de 64 sont respectés parce qu'il y a une autonomie limitée. Pour les Zanzibéris, ils ont un président, ils ont une équipe nationale, mais il y a une cohésion nationale qui le fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et que lutter contre la corruption, c'est quelque chose de majeur en Tanzanie. Et puis relancer l'économie tanzanienne, qui est une économie qui a beaucoup fait des réformes, qui a fait cette migration de l'économie dirigée à l'économie de marché, qui est extraordinaire et la 3e économie de l'Afrique de l'Est. Avec 50 millions d'habitants, croissance à 7%, c'est un pays quand même très pauvre, Patrick Kissandobo, avec la principale activité qui est l'agriculture. Alors, est-ce à dire qu'avec toutes ces idées qui sont émises pendant cette campagne électorale qui va s'achever dans les tout prochains jours, la lutte contre la corruption, le détournement, c'est sensiblement les mêmes mots qui reviennent. Est-ce que cela peut se résoudre juste avec un discours, à travers un discours de politiciens, parce qu'on sait que dès lors que ces candidats sont élus présidents, on oublie pratiquement toutes les promesses électorales. Oui, en dehors de la lutte contre la corruption dont vous faisiez allusion, Elie, aussi, qui est un des enjeux majeurs, n'est-ce pas, de cette élection et du futur mandat, n'est-ce pas, du président qui sera élu ce dimanche, il y a aussi finalement le maintien de Zanzibar et des respects de ces accords de 64 dont parlait Elie, parce que ces dernières années, quand même, on n'en avait pas vu depuis longtemps, il y a des velléités sécessionnistes entre Zanzibar, n'est-ce pas, et l'Interland notamment. Donc forcément, il y a cette nécessité de conserver cette alliance parce que de part et d'autre, les échanges économiques font en sorte que s'il y a une scission aujourd'hui, ça va se ressentir. Alors que l'enjeu est de mettre de côté la corruption et de relancer justement cette économie qui a connu quand même quelques pannes au cours de la dernière décennie. Et on a eu la chance, j'ai eu la chance d'être avec quelques confrères de Zanzibar dans une tournée asiatique. Et c'était ça leur inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, Zanzibar a des tentacules autant dans l'Interland que l'Interland au niveau de l'île. Et il y a d'autres connexions qui se font, autant avec la Chine que dans l'Afrique australe. Et l'enjeu économique se trouve dans ce lien-là.
Et c'est pour ça justement qu'au niveau de la Tanzanie, ces accords de 64 ont pu être respectés jusqu'ici. Mais des voix s'élèvent déjà quant à la sécession. Et il me semble aussi que ce sera un des principaux chevals de bataille, n'est-ce pas, du futur président qui sera élu. Alors, Ellie Smith, de John Magafuli et d'Edouard Lausa, vous voyez qui, dans votre boule de cristal, pour remplacer le président Jakaya Kikwete? Je pense qu'à moins, je sais que c'est ouvert, mais plus qu'il y a la machine de Chamacha en marche, comme leur candidat, c'est John, je pense que c'est John Magafuli qui serait le prochain président tanzanien. Et même si on va dire Edouard Lawassa a contre lui cette étiquette que ses adversaires lui posent, âgé, fatigué, il s'en sert quand même pour sa campagne, pour démontrer qu'il a la vigueur, mais il va sans dire qu'il est un dissident et qu'il a quand même quelques casseroles qu'on lui colle sur le dos en tant que Premier ministre, ancien Premier ministre, au moment où la corruption a quand même fait son... Puisqu'il avait été impliqué dans une grosse affaire de corruption au moment où il était Premier ministre, vous l'avez relevé. Alors, je voudrais tout de suite que nous nous rendions du côté de la Côte d'Ivoire, où l'élection présidentielle se tient ce dimanche, mais dans un contexte différent, parce que là, on ne sait pas véritablement ce qui se trame. Aura-t-il élection ou pas? Alors, Ellie Smith. Oui, je crois qu'il y aura élection, mais ce qui m'attriste un peu, c'est déjà les velléités de changement de constitution que Alassane Dramane Ouattara a sorti de son chapeau. Ça fait mal, et je crois que c'est Christian qui a dit, il y a un problème en Afrique francophone. Mais je pense aussi que ça découle de la manière qu'ils ont été colonisés et leur indépendance. Et d'ailleurs, même la France n'a pas aussi un exemple de la démocratie. D'ailleurs, vous devez savoir que les vraies démocraties ont commencé en France en 1958, avec les vrais changements. On a vu comment ça. Je crois que c'est ça qui a fait que beaucoup de nos leaders qui ont été en France ont importé ce système centralisateur où le chef, c'est un petit roi, il veut continuer. Donc je crois que si Ouattara, moi je l'admire parce qu'en termes macroéconomiques, il a fait des grands travaux extraordinaires en Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures structurelles. Oui, comme ça, mais... Vous avez coupé le souffle à Ellie Smith qui ne s'attendait pas à ce rapprochement. Alors, voilà Alassane Dramane Ouattara qui est déjà sûr de remporter la présidentielle dimanche et qui dit que dès lors qu'il entend modifier la Constitution l'année prochaine, donc il se voit déjà investi comme président de la République. Grosse inquiétude sur cette participation, sur cette élection présidentielle, le taux de participation. Déjà, il y avait des griefs de l'opposition. On a vu le Conseil national pour le changement qui était déjà sceptique. Amadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale, s'est retiré. On a eu Amara ici, l'ancien secrétaire général de l'OUA, qui s'est retiré. Charles Konan Bani laissé planer le doute sur une éventuelle capacité à porter la candidature. Alors, mais il se voit déjà... Voilà, vous avez à peine 55% des cartes électorales qui ont été distribuées dans un contexte déjà critique. Et quand vous entendez le discours du président Alassane Dramane Ouattara, dans cette interview qu'il a accordée à quelques confrères, je ne vais pas citer le nom de chaînes françaises, encore françaises, j'aurais souhaité que ce soit même la télévision nationale ivoirienne, il leur a accordé, c'est un président quasi certain de sa réélection, qu'il envisage déjà même un référendum, encore un autre référendum, pas que le référendum fait problème en lui-même. Cette fois-ci, on ne lui collera peut-être pas l'étiquette de vouloir changer l'article 35 qui établit les règles du jeu à cette époque-là, qui parlait de l'ivoirité. C'est cet article 35 qui est la principale pomme de discorde dans la volonté de changer cette constitution. Il dit, avec ses partisans, que cet article-là contient des gènes conflictogènes. On a souvent évoqué ça, que cela serait finalement le malaise qui a conduit la Côte d'Ivoire dans cette crise post-électorale, et même avant les élections de 2010. Ouattara se sent déjà comme vainqueur de cette élection. Est-ce que cette élection, finalement, n'est qu'une vaste scène théâtrale pour adouber le candidat Ouattara? On a simplement envie que la Côte d'Ivoire s'en sorte avec une certaine crédibilité et que, finalement, les gènes de conflit ne prennent pas le dessus. Parce que, vous savez, un lac a beau être silencieux, mais son silence est parfois, à contrario, très différent de la profondeur. Bien évidemment, on dit, pour compléter ce que vous avez dit, qu'il y a pis d'or que l'eau qui dort. Voilà. Alors, Ellie Smith, 55% de cartes électorales distribuées, un peu d'engouement. On dit par exemple que la société civile n'a pas été
sollicité cette fois-ci pour sensibiliser les populations par rapport à leur participation à cette élection. Alors, est-ce à dire que quelque part, tout ça est fait pour que Alassane Ouattara puisse véritablement gagner sans coup férir? Oui, non, le problème c'est que Ouattara, en réalité, c'est que devant, comme ils disent, il n'y a rien en face. Il n'a pas d'adversaire vraiment, vu que sur le plan économique, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il peut vous rappeler que l'année prochaine, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie et même cette Tanzanie seront parmi les pays qui auront une croissance au-delà de 7%. Simplement parce qu'il y a eu des grands travaux infrastructurels dans le pays. Maintenant, le fait qu'il n'a pas associé la société civile, je pense que c'est une erreur de sa part, c'est un peu être triomphaliste. Et peut-être il a cru que ce n'était plus nécessaire, mais je pense souvent qu'il faut gagner dans la manière. Et puis aussi, il ne faut pas humilier l'adversaire, quelle qu'en soit sa taille ou quelle qu'en soit sa puissance. Donc, je crois qu'il faut qu'il mette un peu de la manière dans sa victoire, qui est certaine, parce qu'en termes économiques, il a réussi ce pari. Je crois que maintenant, le nouveau pari, c'est que ce développement, cette réussite économique sur le plan macro, doit se refléter dans le panier de la ménagère. On n'a pas assez de temps, Patrick, Christian Devant. Madame, monsieur, c'est ici que le temps intervient à cette matinale de l'information sur votre site international d'information continue, Canal d'Info. Madame, monsieur, nos programmes se poursuivent, ne quittez pas.